Vous savez pourquoi les États-Unis ont déclaré la guerre en Allemagne? Il y a deux raisons. La première raison, c'est les sous-marins. Les Allemands avaient déclaré une guerre sous-marine à outrance. Donc tout vaisseau qui était sur la mer, qui n'avait pas une enseigne allemande ou autrichienne, les sous-marins avaient un feu vert pour les couler. Et ils ont coulé plusieurs fois des bateaux où il y avait des Américains. Et ça énervait profondément Wilson. Wilson avait été réélu président des États-Unis en 1916 sur une plateforme, pas de guerre. On maintiendra notre neutralité. Mais au mois d'avril 1917, un sous-marin allemand a coulé un bateau, un paquebot de passagers, le Lusitania, où il y avait 300 Américains. Et ça, il y a eu une réaction aux États-Unis très forte pour qu'il y ait des conséquences. Et Wilson a décidé de déclarer la guerre. Le problème des États-Unis, et j'en parlerai un peu plus tard, c'est qu'ils n'avaient pas d'armée. Ils ont fait un appel aux volontaires, et ils ont eu beaucoup de volontaires, mais c'était des gens qui n'étaient pas formés. Donc, ils les ont envoyés en France, mais ils devaient être formés. En fait, au 31 décembre 1918, il n'y avait que 500 000 soldats américains en France, mais ils n'étaient pas au front. Ils étaient en train d'être formés. Or, le jour de l'armistice, le mois de novembre, ils étaient déjà 2 millions, et des 2 millions, il y a 1 200 000 qui étaient au front. Bon, et revenons aux Allemands. Les Allemands ramènent leurs troupes, et à partir du mois de mai, réalisent plusieurs offensives. Les deux dernières offensives, c'est celle du 18 juillet et du 1er août. Ils sont presque arrivés à Paris. Et ils ont même, de Soissons, ils ont installé un canon qui s'appelait la Grosse Bertha, qui s'amusait à tirer sur Paris. C'était du terrorisme, parce qu'il ne visait pas quelque chose de spécifique, c'était envoyer des obus. C'est un canon qui pouvait envoyer que 30 obus par jour, et qui avait une vie utile de 3 jours. Alors ils en ont envoyé 3 ou 4, puis ils ont arrêté, parce que la logistique ne justifiait pas les résultats. Mais le 8 août, ils lancent une nouvelle offensive, mais là, les Américains étaient déjà arrivés. Donc les troupes sur le front, les Alliés avaient 25% de plus de troupes que les Allemands, et les Allemands ont pris une raclée le 8 août phénoménale. De là, on nous dit que c'est la journée de deuil des Allemands. Et à partir de ce jour-là, les Allemands ont commencé à reculer. Alors, Wilson, depuis le début 1918, cherchait à faire la paix. Et lui, il avait plus ou moins convaincu les Alliés, il voulait une paix sans victoire. Il voulait que la paix ne soit pas quelque chose de triomphal pour quel que soit le belligérant. Une paix sans victoire. Et il a établi 14 points qui, selon lui, devaient être respectés. Un des points, c'est que les territoires ne soient pas touchés, que les territoires restent tels qu'ils étaient en 1914. Il a mis une série de conditions. Aucun des pays belligérants n'était d'accord avec ces 14 propositions. Les Alliés n'étaient pas d'accord avec ces propositions, mais au mois de juillet, ils étaient très, très réceptifs, parce qu'ils ont commencé à prendre peur. Les Allemands étaient vraiment en train d'avancer. À partir du mois d'août, mais les Allemands n'étaient pas réceptifs, parce qu'eux, ils sentaient qu'ils avaient la victoire presque obtenue. À partir du mois d'août, c'est exactement l'inverse qui arrive. Les Allemands recherchent un accord et les Alliés n'en veulent plus, parce qu'ils ont vu qu'avec l'apport des Américains, tout change. En septembre, Wilson rajoute 4 points à ces 14 points.
Alors, donc, siga pasando, siga pasando. Il rajoute 4 points aux 14 points qu'il avait déjà énoncés. Il dit, parce que les négociations continuent avec les Américains et les Allemands, il faut qu'il y ait impartialité et justice entre les peuples. Droit d'autodétermination, qui allait contre un des 14 points. Les mêmes principes moraux pour tous les peuples. Et la création d'une organisation internationale pour la paix. Il rajoute ces 4 points aux 14 qu'il y avait. Le Clémenceau a même ironisé en disant le bon Dieu n'a eu besoin que de 10 commandements. Wilson veut 18 commandements. Les Allemands, le 4 octobre, dans leurs négociations, acceptent cette proposition des États-Unis. Les Français et les Anglais la rejettent et protestent que ces accords sont en train de se mener entre l'Allemagne et les États-Unis et pas à travers eux. Le 8 octobre, Wilson demande en plus aux Allemands l'évacuation de tous les territoires occupés. Le 12 octobre, les Allemands répondent « Nous sommes d'accord ». Parce que pendant ce temps-là, les Alliés continuent à avancer. Le 14 octobre, Wilson rajoute qu'il y aura aussi des exigences militaires des Alliés. Le 20 octobre, les Allemands répondent « Nous sommes d'accord, nous acceptons ». Le 22 octobre, Wilson dit « Mais il y a une autre demande que nous avons, le Kaiser doit abdiquer. Guillaume II doit abdiquer. » Le Kaiser, c'était l'empereur d'Allemagne. Le 3 novembre, l'Autriche-Hongrie capitule. Le 4 novembre, la Turquie capitule. C'est pour ça que les Allemands disent eh bien, nous sommes d'accord de signer un armistice, on va se rendre au quartier général de Foch pour discuter avec les Français et les Anglais. Regresemos, sí. À la si vous voyez ici sur la note, sur la International Armistice Commission. Tout ce que je viens de vous dire entre les Américains et les Allemands se passait ici, dans ces bâtiments. Ces bâtiments se trouvent à Spa. Spa, c'est une ville thermale qui est en Belgique. Vous voyez ce point rouge? Ça, c'est Spa. Donc, la délégation allemande quitte Spa, en voiture va jusqu'à La Capelle, ici. Ça, c'était la ligne de front. Et après se déplace vers Compiègne, où se trouvait le quartier général de Foch. Ça, c'est la voiture qui part, qui quitte le quartier général allemand. C'était une caravane de 4 voitures. Ça, c'est la première. Regardez le drapeau qu'elle a. C'est important. Ah, ça, c'est donc, c'était le 7 novembre. C'était une journée froide, humide, et il y avait un brouillard qui était assez épais. Il y avait une grande fébrilité dans les troupes qui étaient au front, des troupes françaises, parce qu'on leur avait prévenu, on les avait prévenus, qu'il y a une délégation d'Allemands qui allait venir rendre les armées à Nantes. Ils étaient prévenus, mais ils n'étaient même pas sûrs si le gouvernement allait vraiment arriver. Et tout d'un coup, le responsable qui était dans la première ligne, c'était ce capitaine, qui s'appelait L'Huillier, Marius L'Huillier, l'a prévenu, on lui avait confié
de recevoir les Allemands, voit au loin des phares dans le brouillard. Or, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, c'est la même chose, les phares des voitures, on les couvrait pour qu'on ne voit pas la lumière du haut des avions. Les avions ne voient pas la lumière. Donc, il dit, ah, ça c'est curieux. Il se met au centre du chemin, il lève les bras et il les arrête. De la première voiture descend un lieutenant Eric von Jacobi. Donnée intéressante, c'était un juif. Donc dans la Première Guerre mondiale, j'en reviens à ce que je disais il y a quelques minutes sur l'idéologie, les juifs n'étaient pas tabous pour les Allemands. Donc le lieutenant se présente, il lui présente un général qui était dans la deuxième voiture, qui s'appelait Winterberg. Alors le général dit au capitaine Mullier, je voudrais vous présenter la délégation, et le capitaine lui répond, non, moi je n'ai pas qualification pour vous recevoir, je dois vous amener à mon commandant, au commandant du régiment, qui lui va vous recevoir. Alors ils remontent dans la voiture et ils repartent. L'huilier s'installe sur le marchepied de la première voiture et met derrière lui un caporal qui s'appelait Pierre Selier. Il ordonne de sonner sur son clairon le cessez-le-feu et le garde à vous. Sonnerie qui a été reprise par tous les clairons qui étaient dans la zone et qui faisait écho à celle de Selier. Donc imaginez un peu cette scène, 4 voitures qui se déplacent dans le brouillard, à travers les fils, à travers les tranchées, et le clairon qui sonne. Et les soldats français qui se mettent debout et en garde à vous au passage des Allemands. Ils arrivent au quartier général du commandant Ducornet qui reçoit les Allemands. Et il les reçoit très cordialement. Ils dînent avec lui. Ils sont logés au bivouac, au quartier général du commandant. Et ils repartent le matin suivant, le 8 novembre. Ils repartent pour... à la hauteur. Non, à la hauteur. Ils repartent le lendemain pour Saint-Quentin, où ils prennent le train jusqu'à Compiègne. Alors, il y a un incident là très intéressant que je tiens à vous raconter. Passe-nous. Ce drapeau que vous voyez, ça c'était le médecin du premier bataillon du régiment 171, qui était le régiment de l'Huilier. Ce médecin qui s'appelait Benjamin Arnaud, avec son bistouri, a coupé en 4 le drapeau blanc. Il en a envoyé parce qu'il savait qu'il était en train de vivre un moment historique. Il voulait être connu pour cela. En fait, il y avait des reporters de l'illustration qui étaient présents. Et 3 jours après, il y a eu un grand numéro de l'illustration qui aujourd'hui coûte un argent fou, parce que c'était vraiment historique. Il a envoyé un des carrés du drapeau. Le drapeau, c'était une nappe de courtrai. Donc, une nappe. Il a envoyé un carré au roi Albert de Belgique. Il a envoyé un autre carré au président du Conseil, Georges Clemenceau. Et il a envoyé le 3e carré. Le 3e carré a été envoyé à sa ville d'origine, Dijon. Et le 4e carré, il en a passé. Ça, c'est le Ducornet, c'est le commandant. Et avec le 4e carré, il a fait broder par des artisans de qualité, avec une belle qualité,
d'un côté, il y a l'endroit où la commission allemande est rentrée en France, la Capelle, la date, 7 novembre 1918, et le numéro de la côte où se trouvait le premier bataillon. Et de l'autre côté, au revers, donc le premier bataillon, le capitaine était le capitaine du premier bataillon du 171e régiment. Drapeau des parlementaires allemands, la Capelle, et c'est signé par l'huissier. Ce drapeau, enfin cette relique, parce que c'est devenu une relique, est mise en verre et souvent présente là où il y a des commémorations de la Première Guerre mondiale, là où il y a des expositions, mais elle continue à être dans la famille de l'huissier. Donc c'est quelque chose qui est encore, mais c'est... Passe à la suivante. Ça, c'est un montage qui a été fait par la suite pour la presse, avec le drapeau, l'huissier et son carnet de campagne, où il dit, tel jour, j'ai amené la délégation allemande au commandant du Cornet. C'est Linus. Alors, ils arrivent le 8 novembre à Compiègne. Compiègne, c'était une rotonde d'aiguillonnage de train où les trains qui portaient des canons étaient redirigés à leurs différents destins. Alors vous avez ici la délégation des Alliés. Là, il y a certaines curiosités. Cette photo est très connue, mais ça c'est le maréchal Foch, donc le chef de la délégation alliée. Ça c'est le général Weygand, le triste souvenir de la Deuxième Guerre mondiale, qui était son chef d'état-major. Deux admiraux qui représentaient les Anglais. Alors, quand c'était un armistice des armées de terre, qu'est-ce que faisaient là les admiraux? Moi, je me pose la question. Et ça, c'est des officiers français. Ça, c'est un aide de camp d'un des admiraux. Je ne vois pas de Belges. Pourtant, les Belges ont assuré le 20% du front pendant 4 ans. Et proportionnellement, ont eu plus de pertes que les Français. Et je peux vous dire qu'ils n'avaient pas été invités. Et le roi Albert en avait été très vexé. Il a été vexé comme un peu. Je ne vois pas d'Américains. Parce que les Américains n'étaient pas d'accord avec ce que Foch allait demander aux Allemands. Je vous rappelle que quand ils ont quitté Spa, ils étaient en négociation avec les Américains. Et ce que Foch va demander est tout à fait contraire aux négociations que les Allemands menaient avec les Américains. Alors, Foch les reçoit de façon glaciale. Il les fait monter dans le wagon. Le wagon, c'est un wagon de restaurant de la compagnie Wagon-Lit Cook. Le numéro 2419. C'est un wagon qui va devenir très célèbre. Il les assoit et le maréchal Foch leur demande: à quoi doit-on votre visite? Que pouvons-nous faire pour vous? Alors à ça, le délégué le chef de la délégation allemande, qui s'appelait Etzberger, répond: nous sommes ici pour connaître vos propositions pour l'armistice que nous souhaiterions signer. Et Foch lui répond: des propositions? Nous n'avons aucune proposition à vous faire. Nous, on n'est pas intéressés à avoir un armistice. Mais c'est ici qu'on est pour ça. On est venu pour ça, on est venu pour signer un cessez-le-feu pour qu'on puisse discuter des conditions de paix. Alors Foch dit: bon, si c'est ça que vous voulez, il n'y a aucun souci, mais ce n'est pas des propositions qu'on vous fait, c'est des exigences.
Nous, on n'a aucune proposition à vous faire, c'est des exigences. Et les exigences... Passez le temps. Et voilà. Évacuation des territoires occupés. Ça va de soi. Si on demande un armistice, c'est que, évidemment, on reconnaît qu'on est en train de perdre la guerre, on va perdre les territoires qui sont occupés. Évacuation de la rive ouest du Rhin. Regresemos a la primera, a la segunda, al segundo plano. Al otro. La rive gauche du Rhin, c'est tout ce territoire. Ça, c'est le Rhin. Donc, vous demandez que tout le Palatinat soit abandonné par les forces allemandes. Regresemos a la tête de pont sur la rive est du Rhin. Donc vous demandez à ce que les Allemands servent des têtes de pont, c'est-à-dire des installations sur la rive est, au cas où ils aient besoin d'envahir l'Allemagne. Libération, avec une belle faute d'orthographe, libération immédiate des prisonniers de guerre. Ça tient la route. 5000 canons, 25 000 mitrailleuses, 3000 motos, 1700 avions et tous les sous-marins. Internement de la flotte de guerre allemande. Paiement des frais d'occupation d'Allemagne. Réparation de tous les dommages. Et là, les deux dernières demandes, c'est des demandes qui sont vraiment, pour moi, invraisemblables. 5000 locomotives, 15 000 wagons, 5000 camions. C'est-à-dire tous les moyens de transport qu'il y avait en Allemagne. C'est-à-dire on leur refusait le droit de se rétablir après la guerre. Ça, c'était le coup de grâce. On voulait vraiment l'écouler. Et maintien du blocus économique. La marine anglaise, qui était la marine la plus puissante, avait complètement bloqué le trafic des mers et les Allemands ne pouvaient plus, n'étant pas autosuffisants en aliments, avaient déjà perdu plus de 600 000 civils par inanition, par famine. Et ils maintenaient ça. Enzberger, le chef de la délégation, dit écoutez, moi je ne peux pas répondre. Moi je ne suis pas, j'ai pas l'autorisation pour prendre ces engagements. Il renvoie à Spa un de ses adjoints, un capitaine Eldorf, qui arrive à Spa le 9 novembre. Alors Eldorf fait son rapport à Édimbourg, qui était le chef d'état-major des armées allemandes, et Édimbourg lui dit de toutes les manières, tu arrives trop tard, le Kaiser a abdiqué aujourd'hui. Donc on n'a pas le choix, on doit accepter. En plus, le problème n'était pas au front de bataille, le problème était dans les villes allemandes, où il y avait des émeutes partout, poussées par les bolcheviks. Et Édimbourg envoie une dépêche à Enzberger en lui disant signez ce qu'on vous demande. Il faut qu'on arrête parce qu'on est en train de perdre le pays de nos mains. Dans la conversation qu'avait eue Enzberger avec Foch, il lui avait dit, vous savez, notre problème, c'est que les bolcheviks sont en train de s'emparer de l'Allemagne. Et Foch lui a répondu, oui, on sait, ça c'est la maladie des vaincus. Donc, ils signent, et la signature qu'ils envoient, c'est Reichsandlerschluss. Alors ça a posé problème, parce que les autorités françaises disent, on ne connaît pas cette personne. Reichsandlerschluss, ça veut dire chancelier par intérim de l'Allemagne. Donc ce n'est pas une personne physique, mais ça a aussi posé un problème, ils ont discuté là-dessus pendant 2 heures. Contrairement à ce qu'on dit, l'armistice a été signé pas à 11 h du matin, il a été signé à 5 h 10 du matin
du 11 novembre. Et il devait devenir effectif à 6 heures du matin. Le dernier soldat français qui est mort a été tué à 5h56 par balle. Il s'appelait Timothée Bruissière. Et à 5h58, le dernier soldat qui a été tué de la Seconde Guerre mondiale est un Canadien qui avait sa montre 5 minutes en avance et il a cru que l'armistice, ça y est, était appliqué. Il est sorti de son trou et il s'est fait descendre. Il faut dire que la personne qui a tiré dessus était vraiment de mauvaise volonté, parce que 2 minutes, c'est indécent. Alors, j'ai encore le temps. Oui. Alors, quelles sont les véritables raisons de la guerre? Parce que tout le monde a voulu régler ses comptes avec tout le monde. Pour la France, le motif vraiment qui tenait à cœur, qui pour eux était fondamental, c'était récupérer l'Alsace-Lorraine. Ça, c'était vraiment le leitmotiv des Français. Pour la Russie, c'est un peu plus compliqué. La Russie, vous le savez, vous devriez le savoir, a eu une guerre contre le Japon tout à fait au début du siècle, où ils ont pris une raclée carabinée. Et une des raisons pour laquelle ils ont pris une raclée carabinée, c'est que la partie la plus importante de leur flotte était en mer Noire. Comment s'appelle le port? Sébastopol, monsieur, merci. Le gros de leur flotte était à Sébastopol, en Crimée, qui maintenant de nouveau est revenu à la Russie. Et une des conditions du traité de paix de la guerre de Crimée de 1850, c'est que cette flotte ne pouvait plus utiliser le Bosphore. Donc, les Russes, ils avaient une très grosse flotte à Sébastopol, mais elle ne pouvaient pas sortir et rentrer en Méditerranée. Alors c'est pour ça que pendant la guerre contre le Japon, ils ont fait venir leur flotte. Et rien que ça, raconter cette épopée, ça vaut la peine. Ils ont fait venir leur flotte de Saint-Pétersbourg jusqu'en Asie. Ça a été un voyage épique. Et quand ils sont arrivés en Asie, à la mer de Chine, la première journée, la moitié de la flotte s'est fait couler par les Japonais. Alors pour les Russes, c'était indispensable de récupérer ce passage du Bosphore. C'est pour ça qu'ils ont agité la Serbie, pour que la Serbie attaque l'Autriche pour reprendre un peu la main dans les Balkans. Pour l'Allemagne, l'Allemagne n'était pas très chaude pour la guerre, mais elle savait que tôt ou tard, elle allait avoir une guerre avec la France et la Grande-Bretagne. Vous allez voir pourquoi. Pour des raisons économiques. Elle s'est dit, bon, si tôt ou tard il va falloir en découdre, mieux vaut le faire quand on est encore en position de force. Et là, Grande-Bretagne, qui comme toujours tire sur l'épingle du jeu, elle voulait la guerre parce qu'elle était très inquiète de la poussée, de la façon dont l'Allemagne était en train de progresser. Pour eux, les Allemands étaient en train de prendre de plus en plus des comptoirs commerciaux. L'Allemagne était en train de les concurrencer dans la course aux colonies. Et l'Allemagne était devenue, curieusement, en très peu de temps, la deuxième puissance industrielle du monde. Alors, je vais vous montrer des graphiques qui sont très concluantes. D'abord, une petite comparaison. La surface en kilomètres carrés. Grande-Bretagne, 313 000 km². L'Allemagne, 540 000. La France, 536 000. C'est moins qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas l'Alsace et la Lorraine inclus. L'Alsace et la Lorraine se trouvaient ici. La Russie, 22 397 000 km². Au moins
5 000 km² de plus qu'aujourd'hui. L'Autriche-Hongrie, 677 000 km². Les États-Unis, 9 670 000. Ça, c'est important. La population des colonies. Les colonies de la Grande-Bretagne, il y avait 30 millions d'habitants. La Russie, 32 millions. Pourquoi les 32 millions? C'est que toute la partie asiatique de la Russie, à ce moment-là, n'était pas considérée encore comme territoire russe, mais comme colonie de la Russie. Et l'Autriche-Hongrie, 15 millions. Alors regardez ça, c'est impressionnant. La surface des colonies en kilomètres carrés. L'Empire britannique, l'empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, 30 millions de kilomètres carrés. Vous vous rendez compte? 30 millions de kilomètres carrés. C'est qu'il y avait le Canada, il y avait l'Australie, il y avait la Nouvelle-Zélande, il y avait les Indes, il y avait le Pakistan maintenant qui fait partie de l'Inde. C'est impressionnant. Les belligérants de la triplice c'était l'Allemagne et l'Autriche, auraient dû regarder ces statistiques. L'Allemagne avait tout de même 8 600 000 km² de colonies. Alors, en faisant mes recherches, j'étais vraiment très surpris de voir. Évidemment, tout le monde connaît les colonies, le Tanganyika, l'Afrique du Sud-Ouest, le Cameroun, qui étaient des colonies allemandes. Mais ce que j'ai découvert, et ça je l'ignorais, ils avaient un comptoir en Chine, il y a une série d'archipels d'îles en Asie, et toutes ces îles, c'est après les Américains qui se les sont appropriées. Les Marshall, les Samoa, tout ça appartenait aux Allemands. Et le nord de la Papouasie, donc la Nouvelle-Guinée, était aussi, c'était le territoire du Kaiser. Alors, ça c'est très intéressant, c'est l'évolution de la population de 1875 à 1914 avec le pourcentage d'augmentation. La Grande-Bretagne, 34% d'augmentation, ils sont passés de 32 millions à 43 millions. L'Allemagne est passée de 41 millions à 63 millions, 53% d'augmentation. La France de 38 millions à 40 millions, 5%. La Russie de 80 millions à 175 millions. Là, il y a certes la croissance démographique, mais ils ont piqué une série de territoires en Europe et au Caucase. Donc il y a un double effet, augmentation de population, augmentation de territoire. L'Autriche-Hongrie de 38 à 42, à 57, 50%. Et les États-Unis, ça c'est impressionnant, c'est 58 à 99, 70%. Là, il y a une grosse partie qui est due à l'immigration. Et on va voir plus tard l'importance de l'immigration. Si vous êtes le leader de la Grande-Bretagne ou de la France, moi c'est des statistiques qui m'inquiéteraient. Parce que l'Allemagne était vraiment en train de, du point de vue démographique, de grandir beaucoup plus vite que les autres puissances européennes. Mais il y a plus grave. Le charbon. Le charbon, c'était le pétrole de l'époque. C'était l'énergie. C'était avec ça qu'on fabriquait tout. Enfin, qu'on obtenait l'énergie pour fabriquer. Alors ici, vous avez l'Angleterre. C'est le million de tonnes produites par année. Vous avez les chiffres ici. Tous ces graphiques, du reste, si les enseignants après veulent que je vous les donne, c'est très intéressant. Donc vous avez les millions de tonnes de production, et ça c'est le pourcentage de croissance qu'il y a entre 1875 et 1914. Donc l'Angleterre a augmenté sa production de charbon sur ces 39 années de 94%. Et regardez l'augmentation en Allemagne, 471%. Là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. La France, par contre, a augmenté de 290%, ce qui est important, mais regardez la différence. Et ça c'est l'énergie, c'est essentiel pour le développement d'une économie. Alors, ce qui est bluffant, c'est ça. Ça, regardez.
Ils ont augmenté de 500% la production de charbon, les Américains. Donc là, on voit vraiment quelles étaient les puissances industrielles. Et c'était la tendance. Dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas tellement la situation où l'on est à l'instant, la radiographie de l'instant. Ce qui compte, c'est les tendances. Et là, les tendances sont claires. C'est la suivante. Chemin de fer par kilomètre. Les chemins de fer, c'était le transport, c'était le déplacement, c'était le commerce. Alors là, encore une fois, là, on est mieux loti. La France a tout de même une augmentation de 150, supérieure à l'Allemagne de 128. Là, c'est assez équilibré. Sauf, et l'Autriche-Hongrie accuse une augmentation importante en pourcentage, mais en nombre de kilomètres, vu le taille de leur pays, ils étaient en arrière des autres pays. Mais encore une fois, ce qui est impressionnant, c'est les États-Unis. Et la Russie, là on voit vraiment un pays qui est en retard. Pour un pays qui est 2 fois plus grand que celui-ci, on voit qu'ils ont un problème. On va à la suivante. Minerai de fer. Le minerai de fer, le fer, c'est l'industrialisation, c'est l'armée, c'est les armes, c'est la puissance. Et regardez, encore une fois, l'Angleterre augmente de 57%, mais l'Allemagne de 750%. Regardez cette différence. La France est nettement en arrière, la Russie, n'en parlons pas, l'Autriche-Hongrie, et les États-Unis, encore une fois, une croissance impressionnante. La croissance des États-Unis, les 2 grandes vagues d'immigration qu'ont eu les Américains, les États-Unis, c'est à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et ça, c'est un des résultats de ces immigrations. Une immigration contre laquelle ils luttent tout de suite aujourd'hui. Je pense que ces graphiques sont vraiment parlantes. Là, vous avez vraiment les raisons de la Première Guerre mondiale. La seguinte. Donc, la seguinte. Ça, c'est bon. Non, non, la tabla de los. La tabla de los. Là, on cherche Je vous ai préparé un tableau avec les victimes de la guerre. Ici, apprécier la catastrophe que ça a été. Mais je vous donne quelques données. Ah, voilà. Perte de guerre. La Russie, nombre de mobilisés, 12 millions. Militaires tués, 1 800 000. Militaires blessés, 4 950 000. 6 000 tués, 2 millions. La France, 8 660 000 mobilisés, 1 390 tués, 4 330 blessés. Les gueules cassées dont on va vous parler dans quelques instants se trouvent dans ces blessés. 40 000 civils tués. Dans les blessés, bien entendu, vous ne connaissez pas ça, mais moi, pendant les années 50, je prenais souvent le métro à Paris et il y avait de nombreuses places qui étaient réservées pour les invalides de guerre. Et je vous assure que j'ai vu les blessés, les gueules cassées, c'était impressionnant. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la chirurgie esthétique et tout ça. On leur mettait des plaques en fer. C'était affreux à voir. L'Empire britannique nettement moins affecté, l'Italie nettement moins affectée aussi, mais l'Italie a tout de même beaucoup souffert. Mais eux, ils ne l'ont pas volé parce qu'eux, ils ont essayé de voir qui leur offrait davantage pour savoir avec qui s'allier.
Ils faisaient partie de la triplice, donc ils étaient alliés officiellement avec l'Allemagne et avec l'Autriche, mais ils avaient passé des accords secrets avec la France et ils étaient en train de négocier avec les deux. Les alliés, c'était l'entente cordiale et les pays de l'Axe, c'était la triplice. Et les Italiens négociaient avec chacun pour voir de qui il obtiendrait l'avantage en cas de victoire. Les États-Unis, regardez le nombre de tués qu'ils ont eu, c'est nettement plus bas que les autres pays. Et si vous voyez les statistiques, j'ai ici amené, tout à fait par hasard, j'aime bien les statistiques, pas ce genre de statistiques, mais en général j'aime bien les statistiques, pour vous donner une idée. Dans la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont eu 3 250 000 tués, les Russes 13 600 000 et les Américains 170 000. Et en Asie, moi j'ai toujours cru que le front d'Asie était aussi important dans la Deuxième Guerre mondiale que le front européen. Les Japonais ont eu 1 700 000 tués, les Chinois 3 500 000 et les Américains 50 000. Là, vous avez les autres. Mais enfin, vous voyez, c'est une hécatombe. Alors, à cette hécatombe, s'est rajoutée une autre hécatombe. À partir de 1918, il y a eu une épidémie phénoménale qui a commencé. Les premiers brotes ont été aux États-Unis, mais c'est de soldats qui revenaient d'Europe. On l'appelait la grippe espagnole parce qu'elle a frappé aussi l'Espagne, mais en fait, c'est une grippe qui est née dans les tranchées européennes. C'est une épidémie qui a touché tout le monde et qui a fait, entre 1918 et 1920, 25 millions de morts. Et elle a fait 25 millions de morts parce que les habitants d'Europe, surtout en Europe, n'étaient pas en bonne santé. Ils avaient mal mangé pendant 4 ans, donc ils avaient des défenses qui étaient très faibles. Il y a l'ultime? Non, oui, j'avais d'autres matériaux à vous présenter, mais on n'a pas le temps. C'est l'ultime map de la présentation de l'USS. L'ultime. Voilà. Ça, c'est les frontières en 1914 et les frontières en 1923. Donc ça, c'est après une fois que la Première Guerre est terminée. Alors regardez l'Allemagne, elle a diminué, elle arrivait jusqu'ici, maintenant elle n'arrive plus que jusqu'ici. On a établi un corridor avec une ville qui était à 95% allemande, donc ça c'était une source de problème pour l'avenir. Elle a perdu 15% de son territoire. La Pologne, qui n'existait pas, qui faisait partie de l'Empire russe, est créée. Elle est surtout créée pour servir comme bouclier contre la Russie et le reste de l'Europe. L'Autriche-Hongrie, qui était immense, est réduite à son expression la minimum. Et l'Empire ottoman est aussi complètement démembré, devient la Turquie. Et on crée un pays de toutes pièces qui s'appelait, et rappelez-vous que Wilson, ce qu'il voulait, c'était le droit des peuples d'autodétermination. Donc là, on crée un pays où on mélange les ethnies, les religions, les races. Ça, c'était une bombe à retardement, comme on a pu le voir. Ça, c'est ce traité de paix, tous les traités de paix qui ont été signés après pour terminer la Première Guerre mondiale, celui de l'Autriche-Hongrie a été signé en 1922, où ils ont été complètement démembrés. Tous ces traités de paix ont en fait préparé la Deuxième Guerre mondiale. Et non seulement la Deuxième Guerre mondiale, tous les problèmes que l'on vit aujourd'hui dans d'autres parties du monde, dont le Moyen-Orient. Parce que le Moyen-Orient les Anglais et les Français se sont assis avec une règle et un crayon, et ils ont fait des frontières en tirant des traits sans prendre en compte les ethnies, les religions,
les croyances, et c'est pour ça qu'on a les problèmes que l'on a aujourd'hui. Donc, la Première Guerre mondiale a été, et continue à être, une véritable catastrophe. Alors, je suis dans mes temps, alors maintenant, je suis à vos ordres, à votre service pour répondre à vos questions. Ah, je vous pose une question d'abord. Est-ce que cette signature du 11 novembre a été un armistice? Ça a été une capitulation. Ça n'a pas été un armistice. Ça a été une capitulation. Et là Napoléon disait, et les Allemands l'ont oublié en 1870, et les Français et les Anglais l'ont oublié en 1919, ce que l'on prend par le glaive, on le perd par le glaive. Et ça compte pour vous tous aussi. Ce que vous prenez par la force, vous n'allez pas nécessairement le garder. Question? Oui. ¿Cuántas personas murieron al total en la Primera Guerra Mundial? Tengo la suma. ¿Cómo? No. ¿Cuánto? No, es más. Es más. No es mucho más. Póngame hacemos una cuenta rápida. Póngame la presentación, la última. No, la penúltima. La d'antes. 1,8 million, 3,2 millions, 4,2 millions, 4,6 millions. Ah ben, vous aurez 5 millions de tués et 3 millions ici, 8 millions 300 000. Mais attention, dans les blessés, vous avez 21 millions 930 000, vous en avez au moins 40% qui n'ont plus pu mener leur vie, des amputés, des gueules cassées, c'était des blessures. Le 70% des blessures et des tués, c'était par l'artillerie. On voit toujours dans les films les balles, mais ceux qui tuaient les gens, c'était l'artillerie. Une donnée dramatique de ces 8 385 000, il y a au moins un quart dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Le principal hôtel des morts qu'il y a en France, parce qu'ils sont tous en France, si vous voulez, la Première Guerre mondiale a été utile pour les sculpteurs, parce qu'ils ont eu pas mal de boulot après la guerre pour faire tous les monuments aux morts, parce que partout il y en a. Le monument le plus important, c'est celui qui est à Péronne. C'est un édifice imposant qui a le nom de plus de 45 000 soldats sur ce monument. C'est des soldats britanniques dont on n'a jamais retrouvé le corps. Bon, avec Patrick, on a visité ces lieux, c'est impressionnant. On a même eu une expérience là qui moi, m'a vraiment touché, dans un des cimetières militaires. C'était aussi une journée froide, humide, avec brouillard. Devant une tombe d'un soldat anglais, la gaite, un joueur de cornemuse écossais, en train de commémorer le membre de sa famille qui était dans la tombe. On a bien fait attention de ne pas le déranger. Il y a 6 millions en plus, les civils. Ah oui, puis il y a les civils. Daños collatérales. L'Espagne n'a joué qu'un rôle. Rien. Rien à voir. Rien. L'Espagne s'est maintenue. Un autre changement, y ahí regresamos a la presentación 1, la première photo. Un autre changement important que vous avez, qu'il y a eu en Europe, la présentation, la photo. Non, la dos. Pardon. Ça, c'est un autre changement important qu'il y a eu en Europe. Tous les chefs d'État, il n'y a que 2 chefs d'État qui ne sont pas représentés, le président
de la République française, parce que c'était une république, et François-Joseph, l'empereur d'Autriche, parce qu'il était souffrant. Et ça, c'est tous les chefs d'État d'Europe qui se sont réunis pour la mort d'Édouard VII. Toutes les têtes couronnées. Alors vous comprenez que pour la France, il devait se sentir un peu isolé. Et ça, c'est un changement. Il y en a qui les deux seuls qui continuent à être des royaumes, c'est la Belgique, Albert, et c'est l'Angleterre, George V. Tous les autres royautés ont disparu. D'autres questions? J'ai été très clair ou alors complètement brouillon. Eh bien, je vous remercie. Okay. Ils vont vous passer un film tout de suite. Vous pouvez patienter quelques minutes. Entre-temps, le film va être présenté dans 10 minutes. Si ça vous intéresse, je peux vous faire un petit topo sur les différentes armées. Donc, ça c'est l'armée allemande. L'armée allemande, en fait, l'Allemagne, à l'époque, en 1914, c'était une fédération de 26 pays qui avaient tous leurs souverains et leur parlement. Mais pour les affaires étrangères, et l'armée dépendait du Kaiser directement. Il y avait 4 royaumes, la Prusse, la Saxe, la Bavière et le Wurtemberg. Il y avait 5 grands-duchés, 6 duchés, 4 principautés, des villes libres et des territoires dont l'Alsace-Lorraine. Il y avait 4 armées qui avaient des uniformes différents et des chefs différents, les armées des royaumes. Tous les autres États de la Fédération allemande, les conscrits, les soldats, allaient dans l'armée russe. Ils pouvaient être appelés de 18 ans jusqu'à 45 ans. Ça, c'est un soldat typique allemand avec le fusil qui est un Mauser 7,92 avec un poids de 4,6 kg. 5 coups. Le Mauser était de loin le meilleur fusil de la Première Guerre mondiale. De loin. Parce que son système de verrouillage et d'alimentation de cartouches était de loin le plus performant. Il avait toutefois un défaut, c'est qu'il n'avait que 5 coups. Mais il était chargé très rapidement par le haut en poussant les 5 balles en même temps. Le fusil français qu'on va voir plus tard, c'était le Lebel, qui avait un système d'alimentation qui était nettement moins bon et qui avait un autre problème. Il était à 10 coups, ce qui est un avantage, mais le chargeur était un chargeur tubulaire sous le canon. Et pour le charger, il fallait 5 à 10 minutes. Alors quand vous avez des gens qui viennent vous attaquer, il est difficile de dire, espère mettre un petit truc. Ça, c'est les 2 armes de poing des Allemands, le Parabellum. Parabellum, enfin, il est connu aux États-Unis comme vulgaire. En Europe, il est connu comme Parabellum. Parabellum vient du fameux expression latine, si vis pacem, Parabellum. Si tu veux la paix, prépare-toi pour la guerre. Et une arme excellente, très coûteuse à faire. C'est une arme où il n'y a pas de faux sur le marché, parce que faire un faux coûterait plus cher ce que coûte une authentique. C'est une arme très coûteuse à faire et qui avait tout de même un problème très susceptible à la boue et aux saletés. C'est pour ça que les housses, quand vous verrez les housses de ces revolvers en haut,
vous verrez que c'est des housses qui enveloppaient complètement l'arme pour la protéger. Et ça, pour moi, c'était de loin l'arme la plus efficace pour une défense personnelle. Le Broomhilly, le C96, ça s'appelle C96 parce qu'il a été produit à partir de 96. En fait, les Anglais, les officiers anglais utilisaient surtout cette arme pendant la guerre des Louvres. C'est Linus. La reine des batailles, c'est ça qui a tout révolutionné, tous les concepts de la guerre. Et aucun pays n'était préparé à cela. La mitrailleuse. 500 coups par minute. Mais évidemment, les mitrailleuses de cette époque, le poids de l'arme était de 22 kg et le poids de l'affût était de 31 coups. Donc, c'était 50 kg entre les deux. Un groupe les soldats chargés d'une mitrailleuse, ils étaient 5. Un pour porter l'affût, l'autre pour porter l'arme, et 3 pour porter les munitions, parce que ça consommait beaucoup de munitions. Et ça, c'est un réservoir d'eau pour refroidir le canon. À la fin de la guerre, les Allemands ont fait une mitrailleuse qui était beaucoup plus légère, 19 kg, qui n'avait pas besoin d'affût et qui permettait plus de mobilité. Et ça a été le premier pistolet mitrailleur de l'histoire. Une très bonne arme, mais qui avait un gros défaut. Son chargeur, c'était un chargeur en escargot qui avait tendance toujours à s'enrayer. Donc là, encore une fois, ce qui est pire, c'est avoir une arme qui a tendance à s'enrayer. Parce que quand on est en train de défendre sa peau, on a intérêt à avoir une arme qui fonctionne. Ah oui, c'est le Christ-66. Ça, c'est l'armée française. La mitrailleuse portable des Français, c'était la Chauchat. Ils en ont donné 25 000 aux soldats américains qui n'avaient qu'une hâte, c'était de s'en défaire et de prendre une arme à un des morts. Le gros problème de cette arme, c'était ce chargeur qui, pour des raisons de poids, était complètement ouvert. Donc la boue rentrait dedans et automatiquement ça s'envolait. Cette arme, par contre, était une très bonne mitrailleuse, et celle-là elle est lourde, 22 kg, plus 24 kg d'affût, et une bonne performance. Mais un gros défaut, le canon n'est pas refroidi. Donc, après 3-4 minutes de tir, il faut s'arrêter pendant 15 minutes pour qu'il refroidisse. Les deux armes classiques de l'armée française, le Lebel dont je vous parlais, vous voyez là le chargeur tubulaire. Il fallait envoyer cette aiguille, et mettre une balle par balle. Et le revolver modèle 1892, qui était une mauvaise solution parce que le calibre était de 8 mm, un calibre très faible. L'arme de poing qu'un soldat a, ça doit surtout servir, c'est pas nécessairement servir à tuer l'adversaire, mais à l'arrêter. Avec un calibre 8 mm, vous n'arrêtez pas un type qui pèse 90 kg. Il va peut-être mourir après, mais il va arriver à vous agresser. Si quelqu'un arrive avec une baïonnette, vous lui tirez une balle de 8 mm, ça ne va pas l'arrêter. Par contre, vous lui tirez le Mauser, le C16 ou le C96, ça vous arrête quelqu'un. Maintenant, on s'arrête. Je ne vais pas continuer parce que j'ai les autres pays aussi, mais... Merci beaucoup.